Si vous croyez que la chasse est une activité qui ne s'adresse pas aux jeunes, eh bien détrompez-vous puisque les chasseurs de la Côte-de-Beaupré ont de la relève. L'un d'entre eux s'appelle Nicolas Blouin et malgré son jeune âge, il est littéralement devenu un expert de la chasse. Olivier l'a justement rejoint par téléphone alors qu'il agissait à titre de guide pour un groupe de chasseurs partis traquer leur prochain souper. Je m'entretiens à l'instant avec Nicolas Blouin, qui est un chasseur chevronné de la Côte-de-Beaupré. Nick, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Nicolas, je voulais savoir, depuis combien de temps est-ce que tu chasses? Cette année, j'entame ma 20e saison de chasse à la sauvagine. Je voulais savoir aussi, comment est-ce qu'on fait pour bien se préparer à une saison de chasse? Pour bien se préparer à une saison de chasse, idéalement, il faut que tu aies des terrains où tu prospectes des terrains dans l'été pour avoir des accès pour chasser le canard, l'oie ou l'outarde. Ça peut être des terrains qui sont sur l'eau, des terrains qui sont dans le champ. Puis, est-ce que c'est compliqué de devenir un bon chasseur? Qu'est-ce que ça prend pour justement devenir un bon chasseur? Pour devenir un bon chasseur, ça prend, personnellement, ça prend de la patience, parce que c'est pas les premières années que tu vas faire des beaux tableaux de chasse. Ensuite, c'est sûr que jumeler ça avec une couple de camarades qui ont de l'expérience puis qui veulent, ça l'aide beaucoup. Puis après ça, c'est sûr que ça prend du matériel assez sophistiqué pour faire de belles chasses maintenant. Ben justement, parle-nous-en du matériel. Qu'est-ce que ça prend? Si, admettons, moi, là, je n'ai jamais fait, puis bon, c'est vrai, j'en ai jamais fait, qu'est-ce que ça me prendrait pour m'équiper, pour bien me partir si je voulais commencer ça, la chasse? Bon, c'est sûr qu'il y a 3 espèces. C'est sûr que, disons qu'on prendrait le canard, que tu voudrais commencer, idéalement, ça te prend un fusil pour commencer. Ouais. Le 3/4 du temps, tu vas sûrement chasser à l'eau. Fait que ça te prend on appelle ça des waders, c'est des bottes pour aller récupérer ton gibier ou aider ton chien à aller chercher le gibier, puis installer tes aplats dans l'eau. Fait que ça te prend des aplats pour commencer. C'est sûr que l'idéal, c'est peut-être 24 aplats que graduellement, tu vas installer à partir de peut-être la première semaine à 6. Chaque semaine, tu vas augmenter ton spread d'aplats de 6 pour finir à 24. OK. Ça te prend idéalement, ça te prend quelque chose de rapporter tes oiseaux, soit un chien ou un bateau. OK. Puis l'essentiel, ça te prend au moins un câble pour commencer pour faire revenir le gibier à portée de tir. Puis est-ce que c'est complexe, justement, tu dis un câble, est-ce que c'est complexe caler le canard? Est-ce que c'est quelque chose de dur ou ça se fait bien? Ça prend un peu une coupe de shots. C'est sûr que si t'as du monde qui te le montre, ça aide beaucoup, mais c'est quand même complexe parce qu'il y a quand même une coupe de sons qui sont primordiales à apprendre, là. OK. Puis les faire sur le sens du monde, parce que c'est sûr que si tu colles mal, comme dans n'importe quoi, tu vas faire oucher ton gibier plus que d'autres choses. Puis il y a des sons qu'il faut faire quand le gibier réagit de telle façon. OK. Admettons, je m'achète un fusil pour commencer à chasser, je veux me lancer là-dedans. Comment est-ce que je fais pour me pratiquer hors saison? Parce qu'à un moment donné, il faudrait que je sois capable au moins de viser droit, là. Pour commencer, disons que moi, je initierais, on commencerait par du pilon d'argile l'été. OK. Puis, fin d'été, début automne, avant que la chasse aux migrateurs commence, je pense que la plus belle pratique, c'est la chasse à corneille pour se pratiquer, parce que c'est un oiseau très méfiant, puis c'est un oiseau qui voit très bien les mouvements. Puis, tu t'équipes un petit peu à ça avec des aplats, puis des cales, puis t'amuses à tirer de quoi qui vole, parce que c'est sûr, du pilon d'argile, ça vient facile, parce que c'est tout le temps pas mal le même mouvement que tu fais, tandis qu'à corneille, en plus, tu apprends à bien te camoufler, à caler ça un peu, puis à saisir le bon moment pour tirer. OK. Puis, dernière question en terminant, Nicolas, je voulais savoir si, justement, moi, je veux commencer ou quelqu'un qui en a jamais fait à la maison voudrait commencer à faire de la chasse. Est-ce qu'il est possible de commencer sans tout s'équiper, sans avoir un permis ou tout ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça? Sans t'équiper, c'est sûr que ça va te prendre au moins, comme on va prendre un exemple, toi, je t'invite, tu veux venir, ça te prend au moins un fusil. OK. Tu vas pouvoir t'en prêter un. Sauf que ça te prend juste quelque chose, c'est une carte ou un code qui se donne pour avoir à ta possession une arme. OK. Pas pour l'acheter, mais juste pour la maintenir dans tes mains. OK. Puis, avec le gouvernement, tu peux demander une permission. Tu as le droit une fois dans ta vie, par espèce, si je me trompe pas. OK. Alors, tu as un permis gratuit, disons que je t'amène à la Savagine un automne. Tu vas avoir un permis pour tout l'automne, faire du canard, de l'oie, de l'outarde, que tu ne paieras pas. C'est pas un permis d'initiation, c'est pour voir si les gens aiment ça avant de prendre le cours et puis toute la poutine qui vient avec. Hey Nicolas, je te remercie beaucoup de t'être entretenu avec nous. Ça fait plaisir, Olivier. À la prochaine. Yes, bye.
À nouveau cette semaine pour la chronique santé, on se trouve chez PCN à Beaupré avec Isabelle Trottier, physiothérapeute ici à la clinique. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette semaine, tu nous parles d'une panoplie d'items pour remplir une trousse de premiers soins. Exactement. Quand on part en plein air, on veut avoir le bon équipement avec nous s'il nous arrive un pépin. Alors, j'ai sorti les éléments de base qu'on devrait apporter avec nous. Puis après, on va parler des bandages qui peuvent être utiles aussi en cas de blessure. Alors, la première chose qu'on devrait avoir avec nous, c'est ce qu'il faut en cas d'ampoule, parce qu'en plein air, on va marcher beaucoup. L'ampoule est un bon ennemi là, si on veut avoir de la difficulté à revenir. Alors, traîner ce qu'il faut en cas d'ampoule. Ensuite, on a les compresses désinfectantes en cas de blessure, le bandage compressif, les gants pour pouvoir soigner une autre personne s'il y a un saignement, un onguent antibiotique, des ciseaux, des pinces à cils pour les cas d'échardes ou de petites blessures qu'on veut aller manipuler, un bandage triangulaire pour pouvoir immobiliser le membre supérieur, des tampons absorbants, puis des bandages là, pour un cas de saignement abondant. Puis on aurait aussi une couverture thermale, puis nos médicaments, les médicaments que nous, on a besoin d'utiliser. D'accord. Tu nous as montré le bandage élastique ici. J'aimerais ça que tu me parles de comment est-ce qu'on fait un bon bandage compressif. Le bandage compressif va servir quand on a une blessure qui est à risque d'enfler, donc une entorse de cheville, entorse de genou. On va faire un bandage qui est plus serré loin du cœur. Donc, la partie la plus éloignée du cœur va être un petit peu plus serrée. Puis, on va monter en allant de moins en moins serré pour éviter l'effet de garrot. Puis, comme le bandage est élastique, ça va servir à contenir l'enflure, mais sans non plus trop comprimer puis nuire à la guérison. J'aimerais aussi que tu nous parles des écharpes pour les membres blessés. Alors, l'écharpe dont je vais vous parler, c'est celle au membre supérieur. Si j'ai une blessure importante à l'épaule ou au coude, fait que je pense que j'ai peut-être une fracture ou ça fait très mal, c'est très irrité, je veux immobiliser parce qu'en situation de plein air, je vais avoir à marcher pour revenir ou en tout cas à me déplacer beaucoup. Puis, si je bouge mon bras, bien, je peux aggraver ma blessure. Donc, je vais soutenir le bras le plus près du corps possible. Je pourrais même utiliser mon bandage élastique pour faire un tour autour du tronc puis vraiment garder l'écharpe bien collée là, au corps. Il y a également des cours qu'on peut suivre pour être vraiment efficace en cas de blessure lors d'activités de plein air. Exactement. Il y a 2 cours qui sont intéressants selon moi. Les cours de premiers soins avec la Croix-Rouge. Puis, PCN donne un cours à chaque automne sur les tapings et les différents bandages reliés au sport. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez communiquer avec nous. Isabelle, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Saviez-vous que, tout près de chez nous, on a une réserve nationale de la faune, soit celle du Cap Tourmente? Pour les passionnés de plein air ou encore pour ceux qui veulent simplement découvrir un nouveau coin de pays, cet endroit-là est spectaculaire afin de voir des nouveaux paysages, des splendides paysages, puisqu'on est à côté de la montagne et du fleuve. On peut parcourir des sentiers sur plus de 20 km et admirer les 300 espèces d'oiseaux, puisque ce site-là n'est pas seulement une réserve faunique, mais aussi un des sites ornithologiques des plus populaires au Canada. L'hiver, il y a également la possibilité de parcourir un sentier pédestre sur plus de 6 km. Afin d'agrémenter le parcours, l'équipe a décidé d'installer des mangeoires à oiseaux afin qu'on voie le plus d'oiseaux possible variés durant notre parcours. Alors, quand vous arrivez ici, avec ou sans enfants, vous avez la possibilité de faire plusieurs activités d'interprétation. Également, il y a d'autres services tels que la location de quadricycles, le centre d'exposition et d'interprétation de la nature, la projection de films et bien d'autres.